Odile, je pense que tu vas, toi, parler depuis notamment le cas guinéen. Oui, mais bon, je vais essayer d'être brève et surtout de donner comme ça des questions et des directions d'interrogation qui sont effectivement entre autres appuyées sur le cas guinéen. Alors j'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir convié à réagir sur des questions qui sont fondamentales et passionnantes, et il y aura forcément dans ce que je peux dire des échos avec la journée d'hier, mais aussi avec les deux interventions de ce matin. Et je remercie d'autant plus que je me sens totalement extérieure par rapport à ces problématiques qui ne sont pas mon champ de recherche, mais qui m'intéressent en tant que telles. Alors, convié à cette table ronde, j'avais envie de rebondir sur trois éléments proposés par les organisateurs dans cette immense hotte des idées que vous nous fourguez là depuis le début et qui est passionnante. D'une part, cette idée d'usage populaire de la mémoire historique. Alors, bien évidemment, interrogation, qu'est-ce que c'est populaire, etc. D'autre part, cette idée qu'on a déjà commencé à confronter de rejet de l'histoire et de relecture mise en avant parce que l'histoire qu'on aurait à sa disposition serait majoritairement écrite de l'extérieur. Donc une question que j'aimerais discuter également ici. Et puis finalement, cette autre idée qui me semble fondamentale, que se passe-t-il quand il n'y a pas le consensus minimal entre l'État et les autres acteurs possibles pour justement pouvoir produire une histoire, donc quelle qu'elle soit. Ces trois éléments permettent effectivement de mieux cerner la question, notamment celle des lieux de production puis de circulation d'un savoir, ou de savoir au pluriel bien sûr, populaire, universitaire, intellectuel, etc. Quelles histoires offre-t-on aux nouvelles générations? De quelles histoires disposent-elles? Quelles histoires produisent-elles, bien évidemment? Et de quoi se nourrissent-elles? Qui les informerait sur leur passé et sûrement et surtout de l'intérieur, et pas seulement de cette connexion à l'international dont on a montré depuis hier qu'elle joue un rôle certes, mais la capacité d'Internet à pallier le manque d'information est tout à fait relative dans des pays dont on connaît le réseau Internet. Donc, une des questions que je pose, que se passe-t-il quand rien ne s'écrit de l'intérieur, ou rien ou pas grand-chose, dans les universités? Je le prends comme un des lieux de production du savoir et bien évidemment non exclusif des autres. Donc, que se passe-t-il quand l'université, et je pense à la Guinée, mais bien évidemment vous pouvez avoir en tête d'autres lieux identiques, quand l'université devient l'université publique, et on pourra parler effectivement de tout ce qui se crée de privé, mais différemment, quand l'université devient essentiellement un lieu de contrôle, et là on peut reprendre l'image également évoquée par Valsero de tuer la parole, tout en la laissant bien sûr circuler ou couler, même abondamment, parce que la rhétorique, par exemple pour la Guinée, c'est quelque chose que les étudiants maîtrisent très bien, parler, c'est le sens oratoire. Donc, que se passe-t-il quand rien ou pas grand-chose s'écrit de l'intérieur, puisque l'université est souvent devenue un lieu de contrôle ou, et ce n'est pas exclusif, un lieu de recherche de la promotion sociale et pas d'intégrer le système, et non pas un lieu un lieu de réflexion et de recherche d'une forme de savoir. Que se passe-t-il quand justement la circulation produite à l'intérieur, minimale telle qu'elle est, mais la circulation d'éléments produits à l'extérieur se tarit ou se fait à peine? Et là, on pourra reprendre un élément qui a été évoqué également un peu hier, même cette production produite par, si je reprends l'exemple de la Guinée, mais là aussi ça renvoie à d'autres pays, par des Guinéens de l'extérieur. Toute cette question de la diaspora, des diaspos dont on n'accepte pas plus le discours sur l'histoire, vis-à-vis desquels la méfiance est tout aussi importante. J'aurai bien sûr des exemples à donner, puisque si on parle de la Guinée, vous avez Boubacar Bari, Lansing Akaba, deux figures très différentes de production d'un savoir historique important, réel.
Donc que se passe-t-il aussi quand l'État laisse peu de place à la production d'une parole qui circulerait, alors quels que soient ses lieux de production, pas seulement l'université bien évidemment, mais la presse, la radio, les débats, hein, quand l'État laisse peu de place mais n'en prend pas lui-même, c'est-à-dire ne projette plus si vous voulez, de parcours hein, pour un futur. Et de ce point de vue-là, il me semble intéressant, alors sous le regard de Céline Potier qui a fait une thèse magistrale sur cette question, c'est un peu dur, mais d'évoquer le régime répressif de Sékou Touré, mais qui proposait un encadrement culturel, qui proposait des tribunes, qui proposait quelque chose à partir duquel on pouvait rebondir ou non, alors avec un dispositif tout aussi contraignant, bien évidemment, que ce qui a été évoqué avant, donc qui proposait du théâtre, de la radio, je pense aux émissions d'Émile Tonpapa sur l'écriture de l'histoire en Guinée. On pourrait dire, alors peut-être que l'expression n'est pas très heureuse, que actuellement, de ce point de vue-là, les deux régimes qui ont fait suite, le très long régime et puis le plus court en place actuellement, sont en panne, n'ont pas de projet à proposer. Il n'y a pas de scène, même officielle ou limitée, mais plutôt des stratégies de récupération de la parole. Et je prendrai un exemple tout à fait récent. La semaine dernière a été organisée en Guinée une semaine de la citoyenneté et de la paix. C'était une initiative personnelle, individuelle au départ, de quelqu'un qui s'est tourné en partie vers l'État pour chercher un financement, comme on pourrait chercher un partenaire parmi d'autres. Et le résultat a été que cette semaine de la citoyenneté, à laquelle on a rajouté donc le terme de paix, qui était une initiative de type civique, peut-être un peu de conscientisation comme on l'a vu dans d'autres pays, est devenue une espèce de tribune officielle du pouvoir, c'est-à-dire a été très vite désertée par tous ceux qui auraient pu avoir envie de participer à un tel débat, puisqu'on a vu les têtes d'affiche qui étaient les ministres, etc., dans cette question aussi de l'ethnicisation que j'évoquerai très rapidement après. Et si on regarde, et là Internet nous est utile bien sûr puisqu'on a la presse en direct de Guinée, si on regarde les photos de cette rencontre, on pourrait se trouver dans la période de la Première République, c'est-à-dire des formes d'organisation autoritaire où les fonctionnaires sont conviés et même payés pour venir assister à ces événements qui, du coup, sont complètement vidés hein, de leur sens. Et donc là, on se retrouverait dans le cas de figures évoquées par Valsero au Cameroun. Il n'est plus là pour répondre, c'est dommage. Donc, quelle utopie politique, et là je reprends aussi un des termes qui a été employé par les organisateurs, peut se produire dans ces conditions, hein, face à un discours à la fois hégémonique, mais en partie creux de l'État, qui manie donc soit la violence directe, soit la répression, avec toutes les formes indirectes, la récupération, c'est une forme de répression, qui peuvent se mettre en place. Donc, face à un discours qui, par exemple, met en avant actuellement la rhétorique ethnicisante, c'est le discours dominant en Guinée actuellement, qui a un impact sur les représentations et sur les orientations de la recherche. Bon, par exemple, pour préparer cette brève intervention, je suis allée revoir les manuels d'histoire produits par la Guinée de manière très limitée pour le dernier cycle du primaire. Et dans la présentation des populations, on semble insister sur le fait que les Peuls viennent d'ailleurs, hein, migrent, bien sûr migrent, mais surtout viennent d'ailleurs.
Et donc là, on se dit que ce discours ethnicisant, cette rhétorique, trouve aussi son fondement dans les discours historiques tels qu'ils sont mis en avant. Alors, cela ne veut pas dire, bien sûr, une absence totale de figures qui circuleraient en Guinée, et notamment de figures anciennes que l'on recycle et que l'on met parfois en avant. Et bien évidemment, a été évoquée avant la figure de Samori Touré. C'est une figure qui a été mise en avant et qui continue à l'être comme le grand ancêtre de Sékou Touré et la filiation qui se fait entre les deux. Autre grande figure, bien sûr, importante à l'échelle, on va dire, panafricaine, hein, la figure de Sékou Touré, mais on s'arrête à 1958 au nom, au courage du nom, et ensuite à cette image d'un pays victimisé, et on continue de fonctionner donc soit sur ce registre, soit sur un registre de révolutionnaire, mais qui tourne un peu en creux. Donc, contrairement à d'autres exemples qui ont été évoqués ici, au contraire, la résistance anticoloniale, c'est un des éléments moteurs de ces figures historiques, mais sans aller au-delà de ceci. Alors, je me suis posé la question aussi, mais c'est une question, je ne peux pas y répondre, mais en tout cas, ça renvoie à ce qui a été un autre élément, me semble-t-il, des débats aujourd'hui, que je trouve fondamental, parce que c'est aussi un élément ancré localement, qui est celui des générations. C'est-à-dire qu'on sort de la France-Afrique, qui, bien évidemment, a un poids dans tout ce qui se passe dans beaucoup de pays, pour voir aussi des fonctionnements sociaux locaux. Et donc, je me suis posé la question si les éléments parfois neufs que mettent en avant la génération ancienne fonctionnent auprès des jeunes. Et je pense au mouvement Nko, qui a été mis en avant en Guinée, avec cette écriture Nko et tout ce mouvement de pensée, mais qui, me semble-t-il, là ce serait vraiment à documenter, peut-être avez-vous des informations, fonctionne surtout pour des générations plus anciennes, celles qui mettent en avant la parole, ça serait à voir. De la même façon, on peut dire que d'une certaine manière, le discours sur l'Empire du Mali, alors là aussi une référence précoloniale, qui n'est pas, puisque tu parlais de remonter plus en amont, le discours sur l'Empire du Mali semble assez, figé, bloqué par la figure de Djibril Tamsir-Niane, qu'on ne peut pas contredire, auquel on ne peut pas s'opposer, et qui, d'une certaine manière, bloquerait, s'il y avait production interne, bloquerait aussi toute recherche. Donc cette discussion autour, par exemple, Niani, capitale ou non de l'Empire du Mali, est une question qui ne peut pas être discutée à l'intérieur. C'est-à-dire que les apports extérieurs ne sont pas intégrés, revus et visités, bien sûr, ailleurs. Alors, quel exutoire? Vous avez bien compris que dans les questions que je pose, il y a peu de place pour des modèles de musique. On serait peut-être plutôt dans le cas camerounais, d'une certaine manière. Peu de place aussi pour des productions filmiques, pas de scènes locales limitées. Là, ça serait de nouveau le centre franco-guinéen, puisque les Guinéens ont insisté pour qu'il soit appelé ainsi, mais qui est quand même financé essentiellement par la France et dont la programmation permet à certains de se mettre en avant. Donc peu d'exutoires, quels espaces? J'ai déjà évoqué donc l'absence de scène ou la place limitée de scènes sur lesquelles se produire. Alors voilà les idées que j'avais envie de mettre dans le débat, mais ayant la parole, j'en poserai une au débat à l'atelier précédent. Je dois dire que je suis frappée dans l'approche des parlements de la rue sur l'absence de la dimension genrée. Nous sommes entre hommes, nous sommes entre oratoires qui ont... Alors, je ne parle pas des participants, je parle de l'analyse, bien évidemment. Alors, ma question est peut-être naïve, puisque je ne connais rien à la Côte d'Ivoire. Y avait-il des oratrices? Quelle place pour ces figures?
S'il n'y en avait pas, pourquoi? Quelle est l'analyse? Dans l'assistance, y a-t-il? Et je constaterai, alors rien que dans notre assistance à nous, que les blagues sur le registre sexiste fonctionnent toujours aussi bien, que ça soit dans le milieu universitaire français, ici, je vais vous donner des exemples de hier et d'aujourd'hui, mais était-ce le cas en Côte d'Ivoire? Voilà.